Bonjour et bienvenue, je suis Anne-Marie Cunier et je suis ravie de vous recevoir dans le podcast Learn and Enjoy. Dans chaque épisode, je vous propose d'analyser les usages et technologies du digital learning qui permettent de créer une expérience apprenant engageante et efficace. Avec des experts et professionnels du monde de la formation et de l'éducation, nous décoderons ensemble les bonnes pratiques qui marchent et les outils et méthodes qui permettent de transformer l'expérience d'apprentissage pour créer un effet waouh auprès des apprenants. Laissez-vous inspirer ? Je tiens à remercier l'ISTF, grâce à qui cet épisode est possible aujourd'hui. L'ISTF, si vous ne le connaissez pas encore, est le leader francophone de la formation et des certifications dédiées aux acteurs de la formation. Auprès des entreprises, des organismes de formation, des administrations, sa mission est d'accompagner la professionnalisation et la montée en compétence de tous les professionnels impliqués dans l'apprentissage. Avec ses cursus certifiants renommés, ses cursus cours orientés métiers et outils et ses méthodologies des LTE ou encore EDAT, l'ISTF n'a pas fini d'innover et d'offrir des solutions pour permettre de créer des formations de qualité. Encore merci à l'ISTF pour son soutien. Bonjour à tous. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Émilie Renaud, qui est consultante formateur chez Formaléon, son organisme de formation. Émilie est passionnée par son métier. Il y a quelque temps, j'avais remarqué l'un de ses posts sur LinkedIn où elle partageait ses conseils pour réussir son suivi post-formation grâce à Discord. J'ai donc proposé à Émilie de venir nous expliquer tout cela plus en détail et d'échanger avec nous sur la construction et l'animation d'une communauté d'apprenants. Bonjour Émilie et bienvenue. Bonjour Anne-Marie. Eh bien écoute, je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode. Merci beaucoup, merci de m'accueillir. Et donc ensemble, on va parler de communauté d'apprenants. C'est ça. Mais avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs et nous expliquer ton parcours et ce que tu fais actuellement ? Oui, ça marche. Donc j'ai fait des études de communication, j'ai un master en com et les aléas de la vie ont fait que j'ai plutôt subi, on va dire, ma carrière pendant 15 ans dans le commerce. Mais ma vie telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire parfaitement épanouie, j'ai commencé à la construire en 2019 quand le Covid est arrivé. J'ai démissionné, j'étais en total burn-out à l'époque et je me suis, on va dire, reconnectée avec mon essence, ce pourquoi je suis faite, ce que je voulais faire de base quand j'étais étudiante. Et j'ai donc appris le métier de formateur et je me suis installée. Sachant que ce métier, je le faisais de manière autodidacte dans mes précédents postes, donc dans le commerce, mais il était temps donc d'officialiser. Et aujourd'hui, donc j'anime des cours de communication, des soft skills aussi liés à la communication, comme la prise de parole, par exemple dans les écoles de commerce, et cetera. Je fais aussi partie d'une structure sociale fabuleuse qui s'appelle Awake, avec laquelle on accompagne des jeunes de 15 à 30 ans pour les aider à trouver leur voie, leur place dans la société, grâce à des ateliers sur la connaissance de soi, le savoir-être, le savoir-devenir. Et parallèlement à tout ça, j'ai un programme de formation dédié aux indépendants, grâce auquel je les aide à accompagner, à rédiger, pardon, une proposition de valeur percutante grâce au storytelling. Oh bah écoute, c'est un beau parcours hein, et ça a l'air vraiment passionnant. Et ton organisme de formation s'appelle Formaléon. Moi j'adore ce nom. Hein. Quand je l'avais vu sur LinkedIn, je me suis dit mais c'est trop amusant ce nom. Il faut absolument que je contacte Émilie, que j'échange avec elle. Bah, le caméléon est mon animal totem, on va dire, puisque justement mon parcours fait que j'ai dû m'adapter à plein de situations et j'ai connu tous les revers du caméléon, c'est-à-dire que la première partie de ma vie, j'ai été un caméléon, mais dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que je subissais, comme je te l'ai dit, donc je m'adaptais à tout ce qu'on attendait de moi. J'étais la parfaite apprenante, la parfaite salariée, la parfaite employée qui répondait j'étais capable de revêtir n'importe quel costume, mais du coup, je me suis perdue littéralement. Enfin, je me suis pas trouvée en tout cas. Et puis, cette deuxième partie de ma vie où j'apprends justement maintenant aux jeunes enfin, qui ont les mêmes difficultés que moi j'ai rencontrées justement, à être le caméléon, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire à s'adapter, mais en se respectant soi-même, en s'écoutant. Parce que ben, pour les jeunes d'aujourd'hui, c'était le cas à notre époque. Le métier qu'ils feront demain n'existe certainement pas encore. Donc, il faut avoir quand même effectivement des compétences, des facultés qui permettront de s'adapter après au marché du travail. Oui, tout à fait. Donc le sujet de notre épisode est sur les communautés d'apprenants.
Donc, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire quelle est ta définition à toi, Émilie, d'une communauté d'apprenants? Je dirais que, c'est un groupe de taille relative d'apprenants qui sont, mobilisés sur un même parcours de formation pour s'encourager, pour, se rassurer, pour s'orienter, pour, s'entraider et puis, pour, poursuivre l'apprentissage. Et pour toi, quel est l'intérêt justement d'intégrer une communauté d'apprenants dans un parcours de formation? Il y a plusieurs intérêts pour l'apprenant et puis pour le formateur. Pour l'apprenant, je dirais que ça lui permet de garder, le processus créatif enclenché. En fait, ils restent attentifs à ce qu'ils voient dans leur quotidien en rapport avec le thème de la formation et le partagent, s'ils en ont l'envie, aux autres étudiants. J'ai en tête, par exemple, une apprenante qui, adorait décortiquer les codes du storytelling dans les publicités qu'elle voyait à la télé et elle adorait, nous les partager. Donc c'était assez intéressant à ce niveau-là. Ça leur permet aussi de se sentir impliqués, concernés et importants quelque part quand en tout cas quand les outils, utilisés permettent d'être force de proposition pour faire évoluer le programme. Ils peuvent le faire, évoluer en fonction de leurs envies, de leurs, souhaits, de leurs demandes pendant le programme lui-même et ça permet aussi un alignement. Si un apprenant a besoin de plus de temps qu'un autre pour assimiler tout ce qui a été vu en cours, bah, il peut poser davantage de questions, expérimenter et demander une correction par le formateur ou par les pairs. Et puis, l'intérêt pour le formateur, il est multiple aussi, hein. Ça permet de garder l'apprenant connecté en dehors du temps d'apprentissage et du coup de garder un niveau d'implication, élevé en dehors des heures de formation. Par rapport au distanciel, c'est un super moyen pour détecter aussi les décrocheurs avant que ça ne soit trop tard. Ça permet de les rattraper. Ça permet en les citant, de les questionner, de les impliquer directement pour les remettre, au centre, pour les remettre acteurs de leur apprentissage. De manière plus utilitaire, ça permet aussi aux formateurs de centraliser toutes les infos à un seul endroit. Ça simplifie grandement les choses, pour les apprenants aussi, de ce fait. Mais au final, le but ultime, c'est de créer du lien. Qu'il dure ou qu'il ne dure pas, il a toute son importance pendant une formation, surtout en distanciel. Et est-ce que toi, tu animes, la communauté, d'apprenants pour créer du lien entre les apprenants eux-mêmes ou tu les laisses, se débrouiller tout seuls? Non, c'est extrêmement important, je pense, en tout cas à mon sens. Je l'anime. Je pense que, il y a assez de communautés, hein, de toute façon sur internet, dans nos loisirs, dans nos cen en fonction de nos centres d'intérêt, où justement on est, en totale liberté, en totale autonomie. Je pense que pour l'apprentissage, enfin les intérêts, les enjeux sont extrêmement importants, en tout cas pédagogiques pour, enfin il est nécessaire en tout cas de l'animer cette communauté. Ne pas se contenter de répondre aux questions non plus des apprenants. Moi j'ai pour habitude, d'animer en créant des challenges, en leur posant des questions, je les fais participer en leur soumettant des propositions, en demandant les leurs. Je pense que c'est extrêmement important. Oui, un vrai travail d'animation. Et est-ce que tu mets systématiquement en place des communautés d'apprenants dans tes formations? En distanciel, oui. En même temps, je n'ai qu'un programme, hein, en distanciel, mais heu, mais je la trouve indispensable quelle que soit la durée de formation, en fait. Même pour une journée, je pense que ça a du sens. Moi, mon programme, il est en 4 temps. J'ai un premier temps qui, en fait, c'est un module, e-learning qui dure 1 heure, mais les apprenants ont 1 semaine pour le faire à leur rythme et ça me permet moi, c'est la période de communication en même temps du programme, donc ça me permet d'intégrer les apprenants au fur et à mesure. Le deuxième temps, c'est un entretien individuel pour que je m'aligne à leurs objectifs et puis le troisième temps, c'est, le premier où les apprenants vont se rencontrer. C'est, donc, une première classe virtuelle qui dure 2 heures et c'est à l'issue de cette classe virtuelle que la communauté vraiment prend sa place et que j'ouvre le serveur et le quatrième temps, la communauté va être l'outil principal puisque pendant 2 semaines, les apprenants mettent en place un projet d'écriture. Voilà, ils vont le mettre en place pas à pas avec l'aide de la communauté et puis à l'aide d'ateliers live également qui auront lieu aussi sur, le serveur Discord que j'utilise. Donc tes apprenants se connaissent lorsque tu mets en place la communauté d'apprenants? Parce que tu C'est dis que c'est ça, après la classe virtuelle, ouais, c'est ça? c'est ça et j'y veille. Je pense que c'est important parce que, bah, au moins ça permet de dynamiser tout de suite la communauté. Si, parce que j'ai déjà dû intégrer des communautés moi en tant qu'apprenante ou, même dans d'autres contextes, des communautés où on ne s'était pas encore rencontrés. Bon, bah, au début ça tâtonne un petit peu, on n'est pas super à l'aise,
Du coup, ça casse un petit peu une dynamique qui est même pas encore installée en fait. Et du coup, après, c'est assez difficile de la rattraper. Moi, c'est important pour moi de la mettre en place à partir du moment où ils se sont rencontrés et du coup pour poursuivre la rencontre après. Ouais, là, je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que moi, j'ai suivi un programme de formation en ligne, et du coup, on nous proposait d'intégrer le groupe dès le début, donc sans avoir eu de live. Et j'ai trouvé ça un peu bizarre, parce que quelque part, tu échangeais avec des personnes que tu n'avais jamais vues, tu savais pas ce qu'elles faisaient, du coup, tu n'avais pas forcément d'affinité. Et en fin de compte, cette communauté pour moi, elle a jamais marché, tu vois. Et moi, je suis un peu comme l'apprenante que tu as donnée en exemple, c'est-à-dire que j'aime bien aller chercher des ressources, les partager. Et donc, j'ai partagé plusieurs fois des ressources sur ce groupe, mais j'avais aucun retour. Donc, T'as pas trouvé ton public derrière, voilà. voilà. Alors Donc, du qu'ils coup, j'ai auraient fait ta arrêté. rencontre avant, ouais, oui, ils auraient Voilà. certainement trouvé ça davantage pertinent, ouais. Ouais, voilà, je trouvais C'est ça un clair. peu décevant, quoi, tu vois. C'est, comme tu dis, ça casse la dynamique du truc tout de suite parce que quand tu rentres dans une formation, bah, tu es motivé, tu as envie de participer, tu as envie d'échanger. Et puis, en fin de compte, bah, il se passe rien, donc le soufflet, bah, retombe tout de suite, quoi. C'est ça, et c'est difficilement rattrapable derrière en plus, hein, Oui. d'expérience. Ouais, ouais, exactement. Bah oui, parce que tu es déçu, donc c'est compliqué C'est ça. de revenir là-dessus, hein. Le découragement est là, donc parfois en plus l'application, l'outil utilisé peut être même des fois désinstallé, et puis bon voilà, la décision est prise, je ne rentre pas dans cette communauté et c'est fini quoi. L'attention est Exactement. perdue. Et selon toi, quels sont les outils qui se prêtent à la création d'une communauté? Je dirais que c'est au cas par cas. Tout dépend de plein de variables. Ça dépend des objectifs du formateur, du nombre de personnes à inclure dans la communauté, de la fréquence de connexion attendue, des activités qui seront faites pendant aussi, s'il y aura des visios, juste du vocal, des calls, juste du chat, s'il y a des ressources à télécharger, etc. Je pense malgré tout que le plus judicieux, c'est tout de même de privilégier les plateformes qui permettent de compartimenter les discussions au salon, comme Slack et Discord. Facebook, LinkedIn, WhatsApp me paraissent moins adaptés. Je prends l'exemple d'un apprenant qui n'a pas pu se connecter pendant 2 jours. Il doit remonter toute la conversation pour trier les choses pertinentes. Je suis pas sûre qu'il le fera. Donc pareil, c'est encore une attention qui sera perdue, qui sera difficilement rattrapable par la suite. Alors qu'avec des salons, on a les petites pastilles qui nous indiquent où est-ce qu'il y a eu du mouvement depuis la dernière connexion. C'est plus facile d'aller à l'essentiel et ne rater aucune information capitale. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, oui, à l'aspect salon. Mais c'est vrai que oui, quand tu arrives sur un groupe, par exemple, qui est sur LinkedIn, bah, tu déroules le fil. Donc, tu vas à la recherche C'est des ça. informations. Voilà, ouais, ouais. Exactement. Et puis si les apprenants n'arrivent pas tous à la même période, bon, bah, les plus assidus auront envie, tu sais, les meilleurs élèves auront envie de tout remonter, etc. Ça va leur prendre un temps fou. Au final, bon, est-ce que ça aura été pertinent? Parce qu'en plus, tout est mélangé. Donc, ça peut être très bien. Bah, moi, ici, voilà, ils présentent leur région. À Bordeaux, il fait grand soleil. À Paris, il pleut, etc. Bon, bah, c'est pas forcément utile au niveau pédagogique. Donc, il aura perdu du temps par rapport à ça. Et peut-être que les infos les plus pertinentes lui auront échappé, quoi. Donc, Exactement. les compartiments ont leur importance pour toutes ces raisons. Et toi, concrètement, donc, comment fais-tu lorsque tu mets en place une communauté d'apprenants? Quel est l'outil que tu utilises? J'utilise Discord et que j'organise comme une école ou une entreprise. Et je l'ai fait ça grâce au Pédagogcast de Julien Maurice sur Discord et ses usages pédagogiques que j'ai dévoré. Il est bourré d'idées incroyables, ce podcast. Et j'ai pioché un peu toutes ces astuces dedans. Donc, il y a les parties, donc il y a deux types de salons. Il y a les salons textuels et les salons vocaux. On peut utiliser aussi en visio, hein. Dans les salons textuels, j'ai mis par exemple une machine à café. Donc on peut y retrouver justement toutes ces discussions de comptoir sur la météo ou autre, donc sans aucune vocation pédagogique. C'est quand on a un esprit plus léger où on a envie d'aller voir justement. Sinon, si on est vraiment très concentré, qu'on veut rester focus, on peut du coup se concentrer sur les autres salons. On y retrouve aussi une salle des trophées pour célébrer chaque victoire, chaque objectif accompli pendant et après la formation. On a un service assistance pour solliciter soit mon aide ou celle des pairs. On a la salle des replays pour revoir les classes virtuelles ou les ateliers. C'est une salle de projection. Bien sûr, il faut avoir de l'imagination pour voir tout ça dans un espace virtuel. Et puis, il y a la bibliothèque aussi qui a été installée. Je ne l'avais pas mise au départ, mais elle a été demandée par les apprenants. Une initiative qui a été prise pour justement des personnes qui, comme toi, certainement, adorent partager justement des ressources extérieures qu'ils auraient pu trouver à la communauté. Et puis dans les salons vocaux, ben, j'ai installé donc une salle de réunion, un open space et plusieurs bureaux de créa
L'idée, c'est surtout parce que bon, ils sont rarement utilisés en même temps ces salons-là, mais l'avantage de Discord, c'est que tous les salons, vocaux se trouvent sur la gauche et puis, on voit qui se trouve à l'intérieur. Donc, par exemple, une discussion s'est engagée dans le service assistant, dans le service assistance, dans le salon textuel. Un apprenant m'indique, qu'il a besoin d'aide et cetera. Il y a plusieurs personnes connectées à ce moment-là. Bon, bah, on va se rejoindre, par exemple, dans l'open space, s'il y a d'autres apprenants qui veulent participer à cet échange pour aider l'apprenant en difficulté. On va se rejoindre et puis donc en visio ou même juste en vocal pour ceux qui n'ont pas envie d'allumer la webcam, ça peut arriver. Parfois, on est en pyjama, mais on a envie de travailler, donc on éteint la caméra et on peut s'y retrouver quand même. Et puis, si c'est par exemple dans une étape de la rédaction du projet de l'écrit, eh bien, un apprenant peut se mettre dans un bureau de créa et puis il m'indique bah, si tu veux passer me voir pour voir où j'en suis, voilà, tu peux, etc. Du coup, on peut se retrouver dans les salons en fonction des besoins. Ah mais c'est chouette! Du coup, tu as vraiment tout organisé comme ça, compartimenté comme une C'est école, hein, ça. c'est ce que tu dis, hein? Exactement et puis en fait, ça surprend assez les apprenants quand ils débarquent parce que, souvent il y a souvent des notes d'humour, «Ah bah, j'aurais mis une plante là plutôt dans ce recoin» ou, «Je trouve que la déco c'est un peu triste», voilà donc c'est assez rigolo donc du coup ils rajoutent, des gifs, ou des petites photos pour décorer justement chacun des salons. C'est assez drôle. Ah bah, peut-être qu'après avec le métaverse, tu pourras reproduire ça, en virtuel complet. Ah, ça serait génial. Ah ouais. Je serai aux premières loges. J'ai hâte, même si ça fait un petit peu peur, mais c'est un autre sujet. Et donc tu construis à chaque fois, oui, je vais employer le terme construire, tu construis à chaque fois donc une école pour chaque session. Oui, c'est important pour moi, de privilégier un peu, l'intimité, de garder, l'intimité de chaque session puisque pour moi, c'est important que chaque membre de la communauté se connaisse donc ça me paraît difficile d'intégrer de nouveaux arrivants ou d'autres sessions à chaque fois. Et je la construis, en fait, je prends le modèle, que j'ai construit initialement, je le remets et par contre, chaque session a ses spécificités. Par exemple, la bibliothèque n'existait pas dans la première session. Je l'ai rajoutée après à la demande et cetera et puis si, voilà, il y a la dynamique de groupe qui s'instaure donc il peut y avoir des demandes particulières et donc le serveur est adapté en fonction de leurs besoins. Très bien. Et donc, est-ce que tu peux nous partager quelques bonnes pratiques bah, que tu utilises pour animer ta communauté? Tu nous en as déjà donné quelques-unes là, avec tes salons, les trophées, le salon café, etc. Est-ce que tu as éventuellement d'autres bonnes pratiques? J'en ai parlé un petit peu, mais c'est important de le redire. Je pense qu'une communauté, ça s'anime. Donc, il est important de ne pas laisser les apprenants seuls, ou ne pas se contenter juste de répondre, à leurs questions. Il faut lancer des sujets, inviter les plus discrets à interagir. L'avantage, c'est qu'avec la plupart de ces outils, c'est qu'on peut les citer, donc ils ont une notification. On peut proposer des activités, des challenges, des défis. La deuxième astuce que je pourrais donner, c'est de partager son expérience. Si bon, c'est pas donné à toutes les thématiques pour tous les formateurs, mais si dans son quotidien, le formateur est amené à réaliser des actions qui sont en rapport avec la thématique, bah, il peut poster son retour, d'expérience, son mode opératoire, sa réalisation. Moi, je le fais régulièrement parce que bon, la thématique de la formation le permet. Quand je suis en session, quand il y a une session en cours, ben, il peut m'arriver, par exemple, de rédiger un post LinkedIn, de répondre à un appel à projet, eh bien, dans ce cas-là, je partage, mon mode opératoire auprès de mes apprenants. Je leur montre ma réalisation, on en parle et cetera et ça peut leur apporter de bonnes bases, pour, leurs projets respectifs. Troisième astuce, je dirais qu'il est important d'encourager l'entraide. C'est important de poser comme en présentiel là, pour le coup, de poser un cadre bienveillant parce que parfois il peut y avoir une dynamique de critique un peu trop, violente qui peut s'instaurer. Donc c'est important dès le départ de poser un cadre bienveillant et d'apporter que du positif. Mais ça, il faut le faire dès le début. Bah, ce que je peux ajouter, on l'a dit aussi, mais c'est super important, c'est de créer un serveur dédié à chacune des sessions, je pense. C'est plus facile de s'y retrouver quand on n'a plus beaucoup de sessions. Si on veut parler à un groupe en particulier, on sait où le trouver. Et puis, c'est plus intimiste pour les apprenants. Je fais aussi partie par exemple, quand j'ai appris mon métier de formateur, je me suis retrouvée effectivement sur le communauté d'apprenants, mais où il y a tous les parcours qui étaient réunis. Au final, je n'ai conversé qu'avec ceux de mon parcours. Je voyais les autres posts, mais finalement, ça venait plus polluer mon fil d'actualité plus qu'autre chose, puisque je n'ai jamais échangé avec eux ou très rarement et c'est pas forcément ce qui a été mémorable pour moi en plus. Donc je pense que c'est, important de dédier un serveur à chaque session.
Oui, parce que ça fait bizarre quand tu arrives dans une communauté qui existe déjà. Donc, on prend le cas des formations qui ont plusieurs promos qui se suivent. Donc, tu arrives, il y a déjà des échanges, il faut s'insérer dans ces échanges, il faut faire connaissance avec les personnes qui sont déjà là. En plus, elles ne sont pas forcément au même niveau du parcours que toi. Donc, je trouve que c'est un petit peu délicat. Et du coup, ça prend moins bien. Le lien se fait moins bien dans ces cas-là. Exactement. Il faut trouver sa place, ce qui n'est pas facile pour tous les profils d'apprenants. Non, ouais, c'est plus délicat. Et je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais que tu mettais en place une communauté d'apprenants pour donc ton parcours digital. Mais est-ce que tu le mets aussi en place pour des formations en présentiel ou non? Non, parce que en présentiel, je travaille rarement enfin, c'est rarement pour moi directement, en fait, c'est toujours avec des partenaires, etc. Donc, j'ai pas encore eu l'occasion de le mettre en place. Avec Awake, la structure sociale pour laquelle je travaille, c'est vrai qu'on a un système de forum, etc. Mais non, c'est pas le cœur. Après, c'est bon, c'est des sessions, c'est des ateliers de 3 heures en moyenne. Donc, c'est déjà plus difficile. C'est pas une journée complète. Est-ce que ce serait pertinent? Est-ce que ce serait suivi? Il faudrait beaucoup, beaucoup de boulot pour l'animer en plus derrière. Et comme on est nombreux sur le projet, sur chaque projet en tout cas, c'est plus difficile à mettre en place. Donc je privilégie pour l'instant en tout cas le distanciel. Oui, donc pour toi, c'est plus adapté, on va dire, au distanciel ou à une formation blended, qui est sur une période assez longue. Ouais, bah surtout que c'est en plus pour répondre aux freins, aux difficultés qu'impose le distanciel. D'accord. Donc c'est pour justement apporter les avantages du présentiel qui manquent dans le distanciel. Donc après, quoi qu'il arrive, enfin, c'est pas interdit et de le faire même en présentiel, ça ne peut qu'être positif, hein, c'est un plus, hein. Oui, oui, bah complètement. Et qu'en pensent les apprenants donc de cette communauté quand ils suivent ton parcours? Qu'est-ce qu'ils t'en disent? J'ai de très bons retours sur mes évaluations de formation par rapport à ça. Ils sont parfois un peu réfractaires au début quand je leur explique que c'est Discord. Pour eux, Discord a un peu l'image d'un outil de geek. C'est les gamers qui l'utilisent, etc. Moi, je l'ai connu comme ça d'ailleurs, par le jeu vidéo à côté. Donc, ça paraît un peu plus compliqué, un peu austère l'interface. Mais finalement, ils se prêtent assez facilement et rapidement au jeu. D'ailleurs, j'ai souvent remarqué que les plus réfractaires au début l'utilisent encore. Je les vois connectés parfois, même quand la communauté n'est plus active. Et puis, ils sont actifs pendant. J'ai jamais eu de refus de coopérer, par exemple, dessus. Et tous, en tout cas, sont d'accord sur le fait que la communauté a favorisé la création du lien et que c'est grâce à ça que leur relation continue sur LinkedIn, par exemple. Ah, intéressant. Et justement, une fois que ton parcours de formation est terminé, que devient la communauté? Donc, selon toi, quelle est la durée de vie d'une communauté? Parce que là, tu dis qu'ils gardent des liens après, mais est-ce que tu gardes la communauté vivante, entre guillemets, justement, pour qu'ils continuent à échanger dessus? Alors, je dirais que la durée de vie d'une communauté est relative à la durée de la formation. Pour une formation d'une journée, il peut être utile de l'animer pendant 1 à 2 semaines après la formation, au minimum, hein, j'entends. Après, elles peuvent être perpétuées. Moi, mon programme dure 3 semaines. Je ne ferme jamais les groupes pour l'instant, hein. Peut-être que dans 60 ans, je suis assez optimiste sur mon espérance de vie. Peut-être que je les fermerai d'ici là, mais et on a des petits messages de temps en temps. Mais la période active, vraiment, où il y a de l'activité tous les jours, ça dure 2 mois en général. Ah, d'accord, ok. Ouais, donc ça se prolonge. Oui, voilà. Après, bon, le dialogue se poursuit sur LinkedIn. Je les vois dans mon fil, je les vois interagir entre elles, parce que c'est souvent des femmes. Je vais dire entre eux, puisqu'il y a un homme de temps en temps. Je les vois interagir entre eux sur LinkedIn et c'est toujours plaisant. Et puis, oui, la plupart du temps, on prend effectivement des nouvelles, bon, bah, par téléphone ou par LinkedIn, mais il s'avère parfois que je vois aussi passer des messages de joyeux anniversaire, par exemple, sur les serveurs, mais ils sont plus rares. Donc l'objectif est atteint quelque part quand ils continuent à échanger ensuite, quand ils gardent le lien. Ça, c'est chouette. L'un des objectifs, ouais, l'un des nombreux objectifs, ouais, mais totalement, oui, c'est extrêmement satisfaisant en tout cas pour le formateur. Quand nous on constate ça, c'est top. Et je voulais juste revenir sur la mise en place de la communauté. Donc là, j'ai une question qui m'est revenue. Donc lorsque tu mets en place ta communauté, est-ce que tu publies une charte de bonne conduite, justement? Je pose le cadre oralement, mais c'est une très bonne idée.
Et je vais certainement y réfléchir. Je n'avais jamais pensé effectivement vraiment à l'écrire et qu'elle soit aussi formelle, parce qu'en plus, moi, c'est des petites sessions, hein. On est 5 apprenants maximum, entre 5 et 10, on va dire. 5 et 10 apprenants par session, donc je n'en ai pas, ça n'a jamais été indispensable pour le moment. Mais ça peut être utile parfois. Puis en plus, j'ai jamais eu de difficulté de conduite, de respect, etc., hein, sur ces serveurs. Mais effectivement, ça pourrait répondre à d'éventuelles difficultés qui pourraient arriver. Donc ça peut être bien. De toute façon, poser le cadre est indispensable et de le faire par écrit, c'est un plus. Oui, même si c'est écrit d'une façon assez, on va dire, informelle, quoi. Oui, oui, tout à fait, hein. C'est totalement relâché, c'est en totale détente. Ouais, absolument. Voilà, voilà, en totale détente, juste de dire, bah voilà, comment on intervient sur la communauté, comment vous pouvez participer, etc., quoi. Exactement. D'ailleurs, c'est là où je fais souvent la distinction entre les communautés hors contexte pédagogique, comme les forums, etc., où on parle de modération. Là, je pense qu'il est important de ne pas modérer, c'est-à-dire que, par exemple, je vais jamais, j'allais dire disputer, j'ai pas trouvé d'autres termes, mais interpeller un apprenant parce qu'il a écrit dans le mauvais salon, par exemple, parce qu'il a parlé de la météo dans la salle des trophées, par exemple. Voilà, c'est en toute détente, et ça, je l'explique dès le départ. Quand je pose le cadre, j'autorise également les apprenants à être en totale détente, etc., quoi. C'est une posture professionnelle parce que c'est dans une démarche proactive où on va vraiment aller au bout de notre projet, mais c'est en toute détente. On travaille sur nos projets respectifs, et voilà, c'est important pour moi de le préciser à ce moment-là. C'est vraiment, voilà, distinguer de la modération. C'est vraiment un cadre bienveillant, presque amical la plupart du Voilà, temps. c'est des Oui, échanges. tout à Voilà, fait. voilà, c'est des échanges pour progresser Exactement. ensemble. Eh bien, écoute, Émilie, on va arriver donc à la fin de notre épisode. Donc, en synthèse, est-ce que tu pourrais nous dire quels sont pour toi les 3 ingrédients clés pour réussir sa communauté d'apprenants? Je dirais organisation, proactivité et bienveillance. Organisation parce que l'aménagement comme une vraie structure, comme le préconise Julien Maurice, ça marche à tous les coups. Je pense que c'est vraiment un des critères phares pour réussir sa communauté. La proactivité, parce que je l'ai dit et je le redis, c'est super important. Il ne faut pas se contenter de laisser faire les apprenants. C'est important d'animer cette communauté pour qu'ils s'y sentent bien. Et puis la bienveillance, par rapport, pareil, on l'a dit et redit, ce cadre bienveillant, il est extrêmement important aussi. Que tout se fasse dans le respect, que tout le monde se sente à l'aise, parce qu'on n'est pas tous à l'aise en plus avec cette idée d'interagir avec des personnes qu'on ne connaît pas physiquement. Donc c'est important que tout le monde se sente libre de s'exprimer, de créer, de se tromper. Et donc pour ça, le cadre fait bien les choses. Et lorsqu'un apprenant te pose une question, par exemple, sur la communauté, tu réponds dans quel délai? Parce que quelquefois, moi, sur le groupe auquel j'ai participé, par exemple, je posais une question et j'avais une réponse peut-être 2, 3 jours après, quoi. Donc, je trouve ça un peu long. Toi, quel est ton délai? Bah, moi, je m'organise pour ça. C'est-à-dire que enfin, à partir du moment où le serveur est ouvert, c'est les 2 semaines du workshop, j'appelle ça, donc du quatrième temps fort qui est ouvert. Et là, je leur annonce, moi, une permanence, si tu veux. Et je suis présente, alors, pour que je me souvienne des horaires, je crois que je dis de 9 heures à 16 heures, je crois, quelque chose comme ça. Donc, je suis là en permanence. Donc, je réponds quasiment toujours dans l'instant. Sauf si bien sûr je suis déjà en coaching avec un apprenant, etc. Mais je suis extrêmement réactive. Et puis je fais en sorte aussi de solliciter les autres apprenants. Je leur demande aussi d'apporter leur pierre à l'édifice dans la réponse à apporter. D'accord. Bah, moi, je rajouterais que justement, la réactivité est un quatrième ingrédient clé, je Ah, pense, mais pour faire totalement. vivre J'avais une pas pensé, communauté. mais effectivement. Après, c'est pas non plus évident dans tous les formats. C'est parce que c'était quelque chose d'important pour moi à mettre en place dans ce format. Puis parce que c'est un format court. Voilà, 3 semaines, c'est quelque chose de jouable. En plus, il y a que 2 semaines où j'ai cette communauté ouverte. Mais j'imagine que sur des formations de 9 mois, par exemple, comme j'ai entendu là récemment, c'est déjà plus difficile d'être extrêmement réactif sur toute une journée, quoi. Ou alors, il faut s'adapter et vraiment poser, c'est toujours dans le cadre, mais poser des horaires spécifiques dans lesquels on aura toujours une personne qui répondra, quoi. Voilà, c'est ce que j'allais te dire, oui, sur des Mm. formations plus longues, de définir des plages où on répondra rapidement, quoi. C'est ça. Après 3 jours, c'est long, hein. Je pense qu'au moins une fois par jour, c'est important.
Très bien. Ben écoute, Émilie, moi j'ai été ravie de faire cet épisode avec toi. J'ai trouvé ça vraiment très très intéressant. Pareillement, Anne-Marie, merci de m'avoir invitée pour parler de ce sujet qui touche beaucoup, qui me tient à cœur. Eh bien, comme d'habitude, donc dans les notes de l'épisode, donc je mettrai ton contact LinkedIn. Donc, si nos auditeurs souhaitent échanger avec toi, je mettrai également donc l'adresse de ton site Formaléon et j'indiquerai également donc le lien de l'épisode numéro 48, donc du Pédagogcast et qui s'intitule Discord et les usages pédagogiques. Voilà, où nos auditeurs pourront retrouver plus de détails donc pour mettre en place une communauté sur Discord comme tu l'as fait. Exactement. Voilà, Émilie. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne-Marie. Merci beaucoup pour cet épisode et puis je te dis à très bientôt. À très bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuinier. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.